Attends, ouais, cool, c'est bon. Ça y est, Ok, ok. on peut Bon, démarrer. impeccable. Impeccable. Cool. Du coup, là, cette vidéo, je la publierai sur YouTube et sur Facebook, je pense. Donc, est-ce que tu Ouais. peux te présenter rapidement? Bah écoute, ouais, avec plaisir. Je m'appelle Dorian Martinez. Je suis psychologue du sport, passionné de tennis. J'ai une société qui s'appelle Sport Protect qui fait un label de prévention sur le dopage et des applications pour aider les sportifs à repérer les médicaments qui contiennent ou non des substances interdites. Également un label pour la nutrition sportive. Donc on analyse les produits, etc. pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pour les sportifs qui veulent compléter leur alimentation. Et j'ai fondé Guérilla Tennis et Grinta Edition pour publier du contenu, j'espère à valeur ajoutée pour les sportifs et notamment les joueurs de tennis qui veulent en savoir un peu plus sur le mental, la pression, le stress. Donc c'est là qu'on se rejoint par rapport à ce que tu fais. Et qu'est-ce qui. Si tu devais définir une mission, c'est quoi ta mission à travers Guérilla Tennis? Alors, le terme guérilla tennis peut paraître un peu guerrier pour le coup, mais justement, je dirais que c'est aider le sportif à gagner sa guerre intérieure et lui permettre de libérer l'enfant intérieur qui est en lui pour qu'il puisse jouer le tennis qui lui fait plaisir et qui lui permettra d'être performant, quel que soit son niveau. Ok. En tant que psychologue, je suppose que le mot enfant intérieur, il n'est pas anodin que tu viens d'utiliser. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière Bah oui, l'enfant oui. intérieur au tennis? Bah dis donc, l'enfant intérieur, pour moi, c'est le joueur ou la joueuse qui est libéré, qui, au-delà même d'ailleurs du tennis, comme quand elle était enfant, ne se posait pas de questions, était pleinement dans l'action, pleinement dans le moment présent, sans chercher à plaire nécessairement à quelqu'un, sans chercher à obtenir un résultat à tout prix, être totalement authentique dans ce qu'on fait. Et ça, beaucoup de joueurs et de joueuses le perdent, je dirais presque, entre guillemets, c'est paradoxal, naturellement, par rapport à la société, par rapport à l'éducation, par rapport à l'exigence, entre guillemets, de résultats réels ou supposés. Et donc, c'est essayer de retrouver voilà, cette authenticité qu'on a tous en nous, mais que parfois on va étouffer avec des tonnes de croyances, des tonnes de réflexes, des tonnes d'habitudes. Et donc, il y a tout un travail finalement je dirais plus de sculpteur pour enlever tout ce qui est mauvais, pour retrouver finalement ce qui a toujours été là, cet enfant intérieur. Ah, j'adore. Et ce que j'aime bien préciser en fait aux gens qui nous regardent en général, c'est que tout ce que je partage et que tu partages à travers Mental d'Acier, au final, c'est la même chose dans la vie que dans le tennis, quoi. Et Exactement. pour moi, tout est applicable dans la vie, quoi. Et du coup, j'aime bien le préciser parce que ça permet aux gens aussi de se dire, ah ouais, c'est pas que dans le tennis, je peux appliquer ça dans ma vie. Et comment est-ce que... C'est quoi le chemin pour toi pour, comme tu dis, retrouver l'authenticité sur le court par rapport à cet enfant intérieur qui a pas peur du regard des autres? Alors, il y a évidemment plusieurs chemins, mais peut-être le chemin principal, c'est de retrouver la notion de jeu, la notion de plaisir et de jeu. Parce que souvent, bon, c'est dit et redit, mais l'enjeu va tuer le jeu. Yes. Et donc, même s'il n'y a pas d'argent, hein, quand on est petit, adolescent ou autre, il y a l'enjeu conscient de la victoire, il y a l'enjeu inconscient, parce que dans le regard des parents, on sent bien qu'il y a une vibration, qu'ils sont contents quand on gagne, qu'ils sont moins contents quand on perd, même s'ils ne mettent pas de pression a priori, il y a quand même cette pression que l'enfant ressent. Alors, c'est pas pour culpabiliser les parents, hein, c'est pas évident non plus d'être parent. Bah, d'ailleurs, tu le sais très bien puisque tu fais une super formation et tu donnes des conseils là-dessus. C'est pas évident d'être, entre guillemets, un bon père ou une bonne mère quand on a son enfant au bord des cours. Et voilà, je dirais que le chemin, c'est d'aider le joueur et la joueuse à garder cette notion de jeu, quel que soit son niveau. Et ça peut se perdre même au très haut niveau et c'est souvent très dommageable pour l'avenir et les performances même du joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi vraiment sur cette notion de plaisir. Pour moi, c'est peut-être le plus important en fait. Oui. Et souvent, on a tendance, je trouve, à dissocier plaisir et performance. Que soit tu joues dans le plaisir, soit tu joues pour progresser. Mais ce que les gens ont compris, c'est que plus tu allais dans le plaisir, plus tu progressais.
Et plus tu y vas que pour la performance, moins tu prends de plaisir et moins tu progresses. Et du coup, pour toi, c'est... Là, par exemple, si je te dis, Dorian, je prends plus de plaisir sur le cours, ça fait 1 an que je prends plus de plaisir, qu'est-ce que tu me dirais? Alors déjà, je t'écouterai avant de te dire quelque chose. J'essaierai de comprendre ce que tu veux, ce que tu fais, où tu en es, quelles sont tes attentes, quelles sont les attentes de ton entourage. Pourquoi pas? Parce que des fois, il y en a. Et à partir de là, je commencerai à, non pas forcément te dire quelque chose, mais essayer de te guider pour que tu trouves, toi, ton chemin. Toi, tu trouves finalement, finalement, ce qui me plaît dans le tennis, c'est d'envoyer des gros fracs sur chaque balle courte. Et je m'interdis ça depuis 2 ans parce que, soi-disant, il faut que je travaille mon revers qui est mon point faible. Et donc, j'ai oublié mon point fort, celui en tout cas qui me donne du plaisir. Donc, j'essaierai de bien connaître le joueur ou la joueuse pour essayer de l'aider à trouver sa solution. Alors, on amène des recettes, des idées, mais je préfère la notion de guide, la notion de... pour que la personne s'approprie plus facilement les choses, qu'elle puisse expérimenter. Et cette technique-là, elle m'a bien aidé, celle-là, je l'ai pas trop sentie, ou ça n'a pas suffi. Après, quand on rentre un peu plus dans le détail, il y a pas mal de techniques de respiration, parce que c'est assez universel. L'idée, encore une fois, de retrouver cet enfant intérieur, par la respiration, on va arriver à des choses, la cohérence cardiaque ou d'autres techniques, à se rapprocher de ce qui se passe à l'intérieur. Tiens, quand je suis pas bien, qu'est-ce que je ressens? Ça se passe où? C'est pas forcément dans la tête, ça peut se passer une douleur, une crispation dans les mollets, ça peut être, je sais pas moi, une boule au ventre. Chacun est différent là. Et on va essayer de trouver ce qui gêne, et essayer de mettre du sens dessus, et de trouver la technique la plus appropriée, en tout cas celle que le joueur ou la joueuse aura plus de facilité à reproduire en match. J'aime bien cette approche, et c'est aussi ma vision du coaching. T'es pas là pour imposer des choses, mais plutôt on part, je pense, de la même hypothèse que tu as toutes les solutions en toi et que tu peux pas créer un problème que tu n'es pas capable de résoudre. Je pense qu'on a cette même vision des choses. Et, exactement. Souvent d'ailleurs, c'est un peu frustrant peut-être pour les joueurs qui viennent nous voir en coaching. Sur la première séance, moi j'ai beaucoup de joueurs qui cherchent en fait un espèce de sauveur, tu vois, un gourou, et ils sont un peu étonnés du coup. Mais bref, et aussi par rapport à... là j'ai plusieurs joueurs en fait qui sont un peu dans la même situation. Et la plupart des joueurs que j'ai en coaching sont souvent dans cette situation. C'est qu'ils ont entre 14 et entre 13 et on va dire 17 ans. Ils ont un projet pro, et comment est-ce que tu enlèves l'enjeu? Comment est-ce que tu arrives à... C'est quoi pour toi les clés pour réussir à diminuer l'enjeu et arriver à moins faire de pression? Alors, comment arriver à l'enjeu, surtout chez des adolescents, c'est plus délicat, parce que faut tenter, il faut essayer évidemment, mais c'est souvent plus délicat parce que ils sont aussi en phase, un petit peu une phase... importantes dans leur vie, ils sont en train d'évoluer physiquement, émotionnellement, il se passe des choses, au niveau intellectuel aussi, au niveau de la décision, qu'est-ce que ça va être ma vie, c'est quoi mes projets, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se bousculent, et ils sont souvent d'ailleurs de très bonne volonté, mais comme tu l'as un petit peu dit en introduction, ils aiment bien l'idée d'une recette magique qui arrive tout de suite, et qui marche tout de suite. Donc je dirais que souvent il y a plus de choses à enlever qu'à rajouter dans une première phase. Ensuite, moi je fonctionne avec le principe de 3 énergies. On peut appeler ça 3 intelligences, l'intelligence émotionnelle, ou l'énergie émotionnelle, l'énergie physique et l'énergie stratégique. Et donc j'essaye de voir chez le joueur ou la joueuse laquelle de ces énergies va lui pomper le plus d'énergie justement, sur laquelle on va pouvoir peut-être plus agir. Et ensuite de voir comment on peut les faire fonctionner ensemble. Ensuite, pour enlever de l'enjeu, pour répondre plus précisément à ta question, je vais essayer de voir avec lui ou elle quelle est ce qu'on peut appeler sa réelle victoire, sa victoire personnelle, celle qui lui fait plaisir, celle qui fait que c'est sous son contrôle. Parce qu'on le dit, on le redit, mais une victoire, c'est pas sous le contrôle du joueur.
qu'il soit d'ailleurs numéro 1 mondial ou moins 15 ou 32. Ça ne dépend pas que de lui. Donc d'essayer de voir quels sont les facteurs qui dépendent de lui et sur lesquels il va pouvoir être évalué, voire s'évaluer. Par exemple, de dire, ben voilà, l'objectif de ton match, c'est pas de le gagner, parce que ça, c'est pas un objectif, c'est un but. Et l'adversaire, a priori, il a le même but que toi. Par contre, tu peux avoir un objectif très personnel. Ça va être, sur chaque balle courte, alors c'est différent évidemment chez chacun, hein, sur chaque balle courte, je vais tenter une montée au filet. Et donc ça, de l'extérieur, on peut évaluer. Là, on peut commencer à travailler. Que le match soit gagné ou perdu. Et donc, l'idée de donner un autre enjeu qui est plus sous contrôle va permettre de libérer très souvent de l'enjeu principal. De l'enjeu qu'on va se fixer, qui est de gagner. Si j'ai gagné, je suis content. Si j'ai perdu, je suis pas content. Ou si j'ai gagné, je suis bon. Si j'ai perdu, je suis mauvais. Ça, non seulement c'est toxique parce que eh bien, ça génère énormément de stress, mais en plus, ça ne permet pas aux joueurs ou à la joueuse de progresser. Et ce qui est important, effectivement, surtout dans les joueurs dont tu me parles qui veulent devenir pro, c'est, en même temps qu'ils font des matchs, c'est surtout de progresser. Parce qu'il y a des paliers à franchir, il y a des niveaux à acquérir. Et si on joue que pour gagner en poussant la balle, par exemple, on va gagner des matchs, mais on va peut-être pas progresser. Alors qu'un joueur qui va avoir des objectifs précis dans son match, il va peut-être en perdre certains, mais il va peut-être continuer à progresser. Et donc, c'est essayer de faire comprendre ça et de trouver avec le coach, si jamais il y a un coach qui travaille avec eux sur le terrain, un entraîneur, d'essayer de trouver voilà, quels sont les objectifs que le joueur ou la joueuse peut se fixer, qui sont vraiment sous son contrôle. Et là, d'ailleurs, on s'aperçoit, c'est assez marrant, c'est là pour le coup presque magique, c'est que souvent, ça les libère et justement, ils gagnent. C'est-à-dire que c'est pas en recherchant la gagne à tout prix qu'ils gagnent, mais c'est en se focalisant plus sur leur capacité. Ouais, carrément. Et là, quand tu as dit... pour moi, en fait, ce qui va empêcher, et ce qui m'a sûrement empêché aussi d'aller plus loin, c'est ce que je retrouve chez beaucoup, c'est vouloir être fort à court terme plutôt que de voir le long terme. Oui, exactement. Et c'est quoi pour toi Là, s'il y a un jeune qui nous regarde, par exemple, qui regarde cette interview en différé, comment est-ce que lui peut réussir à intégrer au plus profond de lui-même, pas que conceptuellement, que gagner 2 classements dans cette année, c'est 1000 fois moins important que donner le meilleur de lui-même et progresser à long terme. Ouais. Alors, il y a certainement plusieurs façons, mais des fois, il y a la preuve par l'exemple. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite, mais de tel joueur qui à tel âge avait tel classement et qui pourtant sont aujourd'hui professionnels. À l'inverse, on peut leur montrer le palmarès de tout un tas de jeunes qui étaient champions de France à 14 ans, 15 ans, 16 ans et puis qui ont rien fait derrière. Et malheureusement, alors j'aime pas dire en France parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais souvent il y a cette exigence du résultat très jeune, comme si derrière tout allait se libérer et continuer sur une trajectoire linéaire. Et en fait non, c'est un parcours très individuel. Et effectivement, des fois, et c'est là que ça demande justement une force mentale et je dirais même du courage. Pour être un champion, il faut avoir du courage et avoir le courage de se dire peut-être que pendant 6 mois, parce que je vais travailler un nouveau revers, par exemple, je vais peut-être perdre. Quand des gars, normalement, je leur mets 1 et 2. Mais là, je vais peut-être perdre. Mais d'avoir cette force intérieure de se dire, bah ouais, j'accepte. C'est une forme de sacrifice, hein. Pour plus tard être meilleur, ça nécessite effectivement voilà, du courage et ça nécessite d'être accompagné aussi. Parce que si on perd comme ça et que derrière l'entourage dit bah, tu régresses, c'est pas possible, pourtant on te paye des cours, il faut qu'il y ait un projet et qu'il n'y ait pas que le joueur qui ait compris ça. Je pense que c'est important que l'entourage, les parents ou le coach, le prépa physique comprennent que ce soit un projet commun et qu'effectivement, voilà, il y a une période. Et à partir du moment où tout ça est accepté, évidemment, ça fait jamais plaisir de perdre. Ouais. Évidemment, les compétiteurs qui veulent être des champions, ils ont ça en eux. Mais s'ils voient qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le résultat à court terme, je pense que là, on va vers des choses très très bonnes. Ouais. Et c'est un bon indicateur. Celui ou celle qui arrive à franchir ça, pour moi, c'est un palier. Voilà. Quand on dit il est seconde série à tel âge, pour moi, ça c'est pas forcément un palier. Par contre, il a réussi à franchir cette épreuve-là, qui est vraiment pas facile, qui demande de l'abnégation, qui demande de bien se connaître et de pas tomber dans la critique et le regard toujours extérieur qui pèse.
ça, c'est une épreuve, je trouve, très importante, dure, pas facile, mais quand on arrive à la franchir, là, on devient très fort. On devient très fort et on peut passer à des niveaux supérieurs. Ouais, j'aime beaucoup cette vision des choses et en fait, moi, si par rapport à ça, tu vois, s'il y avait des jeunes qui nous regardaient, le truc, c'est que beaucoup de gens, en fait, partent de l'objectif à 1 mois, ensuite ils définissent l'objectif à 6 mois, ensuite l'objectif à 1 an et ensuite l'objectif à 10 ans. Et je pense que la voie du succès, c'est l'inverse, en fait. Tu commences par définir l'objectif à 10 ans et ensuite aligne tes objectifs par rapport à ça. Exactement, exactement. Tout à fait. En fait, souvent, moi, je vois avec les joueurs, des fois, ils n'osent pas dire leur rêve, qui est très loin, hein, ou des fois, ils le disent mécaniquement. Et quand ils arrivent à le dire, je leur dis, il faut le protéger, ce rêve. Bon, il y a une fameuse citation dans le film de Will Smith, hein, où le père dit, protège ton rêve, etc. Il faut à la fois le protéger, mais après fixer des choses plus concrètes que l'extérieur pourra comprendre. Et effectivement, comme tu le dis, d'avoir le terme peut paraître un peu pompeux, mais déjà presque un plan de carrière. C'est-à-dire, voilà comment je me vois, parce que ça donne un chemin. Et derrière, il faut être intelligent et accepter que certaines étapes prennent du temps. Le résultat à court terme, il porte toujours en lui une forme de mensonge. Demain, moi, je peux jouer, j'ai 43 ans, je vais jouer, je sais pas moi, un 0. S'il a la gastro, ça ne voudra rien dire. J'ai gagné un gars qui est malade. Ça ne veut rien dire. Donc c'est ça, cette pression du classement, en tout cas tel qu'il est conçu en France, cause énormément de dégâts, en fait, parce que les gens s'identifient, les joueurs eux-mêmes déjà, et l'entourage au classement. Les mecs, arrivés à septembre-octobre, ils disent « t'es combien ?» Alors, t'es combien? Alors, au lieu de dire quel est ton classement, mais tu es combien? C'est-à-dire cette étiquette. Ouais, c'est toi. C'est toi. Si t'es 15-1, t'as plus de valeur que si t'es 15-3. Ouais, alors que. Et donc, les jeunes, évidemment, forcément, ils sont plus sensibles, même les adultes. Hein. Alors, les jeunes en construction sont encore plus sensibles à ça. Et voilà, d'accepter ça, comme tu dis, d'avoir une vision à long terme, ça permet aussi de se projeter. Et de voir qu'il y a des étapes, de voir que tout ne se joue pas sur un match. En plus, souvent, moi je le dis aux joueurs, c'est pas de la boxe. Un boxeur qui prépare pendant 1 an un combat, qui a qu'un combat par an, ok, il mise beaucoup sur un match, sur un combat. Au tennis, je veux dire, à la rigueur, il y a un autre tournoi derrière, il y a un autre truc, ça s'arrête jamais, j'allais dire. Donc, ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé, que même quand on a gagné plusieurs choses, derrière, pour y retourner. Mais ça veut aussi dire que on a toujours sa chance. Et il faut la préserver et essayer de voir un peu plus loin que le résultat à court terme. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais, tu vois, un jeune, ou même, là je parle de jeunes parce que oui. Mais les gens qui nous regardent, qui n'ont pas un projet pro, c'est valable pour vous aussi, tout ce qu'on dit. Et qu'est-ce que tu dirais à un joueur, du coup, un joueur qui supporte pas de rater, tu vois? Je pense que tu as déjà eu des comme ça. Oui. C'est quoi pour toi la clé pour accepter de rater? La clé pour accepter de rater, la clé pour accepter tout court, je pense que le mot accepter est très fort dans le tennis. Il n'y a pas de... Même un numéro 1 mondial, depuis l'histoire du tennis, je crois, n'a pas fait une saison entière en gagnant tous ses matchs. Même chez les filles, je crois pas. En tout cas, même Federer ou McEnroe, je crois, dans sa plus belle année, il a perdu 4 matchs, ce qui est très faible, mais il les a quand même perdu. Quand on s'aligne au tennis, dans un tournoi, on a énormément de chance, malchance de le perdre. Federer, il s'aligne sur un grand chelem, il en gagne 1 sur 4. Et c'est la légende. C'est-à-dire que 3 fois sur 4, il part d'un grand chelem en l'ayant perdu. Alors, ok, il a gagné plus de matchs qu'il en a perdu souvent, mais quand même, il part avec une défaite. Et en ça, le tennis se rapproche un peu du saut à la perche. Où la perche, même si tu bats le record mondial, même si tu es numéro 1, tu auras toujours un dernier essai jusqu'à ce que la perche, elle tombe. Et donc, il faut accepter que ça fait partie du tennis. Accepter que de perdre, et donc, si on zoome, que de rater des coups, ça fait partie du tennis. Et trop de joueurs vont être entraînés, d'ailleurs certains, à ne pas faire de faute, à ne pas s'autoriser à faire de faute. Et là, ça devient extrêmement toxique. Parce qu'on peut, même un joueur super attaquant, on peut le formater comme un singe savant, il ne fera pas de faute. Enfin,
il fera pas de faute, mais déjà il prendra plus de plaisir et il va pas progresser. Et alors certains joueurs, bien sûr, en plus un jeu plus proche et plus comment dirais-je favorable à faire moins de fautes que d'autres. Mais cette idée de rater, je pense qu'elle est ancrée chez beaucoup et c'est une erreur. En fait, c'est une erreur qui va intoxiquer leur jeu et qui va justement les enlever, les éloigner progressivement de cette idée dont on parlait tout à l'heure de jeu et de plaisir. Donc, d'ailleurs, on peut le voir à l'inverse, hein, un joueur qui peut être bon mentalement, qui se connaît bien, peut lui faire rater l'autre. C'est aussi un duel, le tennis. Et donc, on le voit, il y a des joueurs qui sont plus forts pour ça, ils vont déceler une faille et ils vont appuyer dessus. Donc, l'idée, c'est effectivement d'accepter. Donc là, ce que je lui dirais aux joueurs, c'est toute cette partie conceptuelle, théorique dont on vient de parler, et puis derrière, j'essaierai de voir avec lui quelles sont les techniques qui font que, avec la respiration, dans la formation que j'avais mis en ligne, voilà, il y a voir le terrain aussi autrement, pour avoir une posture plus droite, regarder un peu plus haut, parce que le corps et l'esprit sont extrêmement liés. Quand on a une posture plus droite, qu'on sourit, etc., ben on a plus d'énergie, etc. Donc voir tout ce qui va lui permettre, effectivement, d'accepter de rater. Pourquoi ? Pour se préparer dans les meilleures conditions pour le point d'après. Pour moi, l'enjeu du tennis, quand on veut être performant, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'être frustré, tout ce qu'on veut. C'est comment je fais pour arriver sur le point d'après, pour finalement me donner le maximum de chance, de prendre du plaisir, de bien jouer et d'être dans le moment présent. Parce que souvent, quand un joueur rate, moi, c'est ce que je dis à certains entraîneurs. Qu'un joueur s'énerve, pourquoi pas ? Mais ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui se passe après. Si après, on regarde Murray, il s'énerve, souvent derrière, il va invectiver son clan, etc. C'est pas forcément beau à voir, je le recommande pas, mais souvent derrière, il va être performant. Alors qu'un Benoît Paire, lui, dès lors qu'il commence à s'énerver, qu'il rate, on sent qu'il s'invective lui-même, il se maltraite. Il se dévalorise. Et derrière, souvent, c'est la défaite assurée quasiment. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est comment je gère cette frustration. Si j'ai besoin de la faire sortir, comment je la fais sortir pour, au final, est-ce que je suis bien derrière ? Si je suis bien derrière, pourquoi pas être frustré ? Voilà. Après, ça veut dire qu'il y a quand même un petit travail de fond à faire. Mais pourquoi pas ? Mais voilà, beaucoup de joueurs ne le sont pas. Beaucoup de joueurs, dès qu'ils commencent à parler, dès qu'ils commencent à rater, c'est souvent un cercle vicieux qui fait que ça les amène à la défaite ou en tout cas à un tennis pas forcément plaisant, un tennis pénible, un tennis souffrance. Voilà, je suis sur le court mais je souffre. J'aime bien cette notion de tennis souffrance. Enfin, je sais pas si on peut dire j'aime bien, mais je trouve qu'il illustre bien ce que disent pas mal de joueurs. En tout cas, elle existe, ouais. C'est ça. C'est vrai. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je suis tellement d'accord avec ça, que ce soit dans le tennis ou dans la vie. Le problème, c'est pas d'être triste, c'est pas d'être frustré, c'est pas d'être en colère, c'est pas d'être énervé, c'est pas de péter un câble. Le problème, c'est d'y rester, c'est de rester dans cette émotion, quoi. Exactement. L'émotion, elle doit être vécue, mais entre la vivre et en faire ta personnalité, il y a une différence, quoi. Et tout à fait. La vivre 5-10 secondes, ok, mais quand ça dure 1 heure ou alors que c'est récurrent à chaque match, il y a peut-être un problème. Voilà. Ouais, tu as raison. Hein. Nous, en psychologie, le terme, c'est symptôme. Quand quelque chose est récurrent, on appelle ça un symptôme, c'est-à-dire qu'il revient. Il suffit qu'il y ait les mêmes ingrédients. Alors pour un joueur, ça va être le vent. Pour un autre, ça va être un faux rebond. Pour un autre, ça va être, je sais pas, mon père m'a regardé. Voilà, tout un tas de choses qu'on connaît tous dans le tennis, où l'autre, il a triché, etc. Effectivement, là, on se positionne en victime. En victime, ouais. Et on n'en sort plus. Ouais. C'est fini, on peut même s'y complaire d'une certaine manière. C'est ça, et pour pas regarder en face. Quand on est là-dedans, on n'est plus, on s'enlève quelque chose d'important, c'est la responsabilité. Ouais, exactement. Et responsable, même en anglais, même en français, c'est la responsabilité, c'est l'habilité à apporter des réponses. Donc, responsibility, voilà, c'est mon habilité à apporter des réponses. Et quand on s'enlève ça, on s'enlève la réponse du point d'après. Du point, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte comme réponse là ? Le mec, il me fait des ronds. Est-ce que je subis ? Je m'énerve ? Est-ce que de m'énerver, ça va m'aider ? Oui, non. Peut-être oui sur le moment pour évacuer un trop plein d'émotions, de frustration. Mais
sur le reste du match, probablement que non. Donc, et du coup, on est plus lucide. L'émotion prend le pas sur la réflexion. Donc, effectivement, de manière temporaire, ouais, c'est pas gênant. Mais voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que ça vient polluer le reste de mon tennis ou le reste de mon existence? Comme tu dis, tennis et vie sont extrêmement similaires. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, quand je fais des conférences sur le développement personnel ou auprès de managers, d'entrepreneurs, c'est la chose sur laquelle je commence toujours. Et si je devais garder qu'une chose sur toute une conférence, ce serait vraiment cette notion de responsabilité en fait. Que de toute façon, on est dans un monde où les solutions, tu les trouveras, il y a 10 000 livres, il y a des gens maintenant qui t'aident dans tous les domaines, mais tout part toujours de la responsabilité en fait. Est-ce que j'ai envie de faire l'effort ou est-ce que bah non, c'est pas de ma faute et de toute façon je rejette mon pouvoir. Ouais, tout à fait. C'est s'enlever un pouvoir, exactement. Ouais, c'est ça en fait. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, carrément. Et ouais. Là, j'avais envie, tout à l'heure tu as parlé des parents au début et j'avais envie d'avoir ton avis justement sur les parents, comme tu dis, c'est pas facile. Et par rapport à, tu as même parlé de culpabilité, et ça je le répète toujours en fait aux parents, c'est que la pire chose que tu puisses faire, c'est agir avec culpabilité, quoi. Tu fais les choses avec ce que tu as, avec ce que tu connais, et voilà, tu fais le meilleur, et c'est peut-être pas parfait, mais au moins tu donnes le meilleur, et la pire chose, c'est de te culpabiliser par rapport à ça. Et du coup, toi, quelle est ta vision de comment un parent devrait accompagner son enfant? Qu'est-ce que tu vois comme schéma récurrent entre parents et enfants par rapport aux gens que tu accompagnes? Quelle est ta vision des choses par rapport à la parentalité du tennis? Alors, je ne peux pas en faire une règle, hein, mais je remarque souvent, dans le tennis en tout cas, une différence entre un père ou une mère, mais souvent un père qui accompagne son garçon et un père qui accompagne sa fille. Yes. Souvent, il y a une relation forte, en tout cas plus intense et pas forcément toujours bénéfique, du père qui accompagne sa fille. Et je trouve que c'est à la fois plus compliqué, plus intense et des fois très toxique. Et c'est différent avec le garçon. Donc je ne veux pas en faire une règle parce que on pourrait dire mais non, c'est pas vrai, etc. Mais en tout cas, il y a ce constat-là que l'impact souvent du père sur la fille est très fort et parfois extrêmement toxique. Je donne un exemple je n'ai pas vu, mais on me l'a rapporté récemment, d'un père qui a une joueuse plutôt bien classée d'ailleurs, je crois même négative, qui lui dit, bah voilà, le cours c'est la prison, tu vas rentrer dans la prison, et moi je suis le maton, tu sortiras quand j'aurai décidé. Et alors, elle joue très bien, hein, je crois qu'elle est assez jeune, et soi-disant elle aime le tennis et tout, mais bon voilà, on sent que là il y a un conditionnement, et alors, encore une fois on m'a rapporté ça, mais j'ai tellement eu d'anecdotes qui vont dans ce sens, et a priori lui il aurait dit avant qu'elle naisse, je vais mettre au monde un enfant, garçon ou fille, et il sera champion, il gagnera Roland-Garros. Donc on voit bien que chez certains parents, la projection de leur désir personnel va venir impacter la vie concrète, biologique, physique, psychique, sociale de leur propre enfant, avant même qu'il naisse. Donc là, effectivement, là, c'est à la fois compliqué dans certains cas, chez d'autres parents, ça l'est moins, notamment, et c'est très bien ce que tu dis, en leur expliquant que c'est pas forcément toujours facile, mais qu'il y a quand même des façons de faire, que culpabiliser c'est pas une solution et de les aider à trouver leur place, voilà, leur juste place, parce que voilà, c'est pas simple même chez des parents qui n'ont pas fait du tennis, hein, parce que ce désir de la victoire, ce désir de réussite, etc., qu'ils ont eu ou pas eu dans leur vie à eux, peut se projeter sans qu'ils s'en rendent même compte sur leur enfant. Essayer de leur expliquer que le tennis, voilà, pour ceux qui n'ont pas joué au tennis, on ne peut pas reproduire nécessairement toujours ce qui se passe en compétition. On peut pas. Alors, est-ce que tu m'as perdu là ou pas? Non, je t'entends. Tu me vois? Mais tu me vois plus peut-être. Je te vois plus, ouais. Bon, attends. Voilà. Okay. Il me reste 5%, je précise, de batterie. Okay. Mais donc c'est pour ça, j'ai un petit mot qui est apparu et ça a enlevé le truc. Mais beaucoup de parents qui n'ont pas nécessairement joué au tennis en compétition ont du mal à comprendre que ce qui se passe à l'entraînement, eh bien, c'est pas forcément toujours la même chose en match officiel. Ça va être plus dur et ça peut paraître illogique.
Mais bon sang, il réussit ses secondes services à l'entraînement. Pourquoi il fait des doubles en match? Et donc, d'essayer de les conforter dans leur rôle à eux, d'avoir un amour bienveillant et inconditionnel qui est victoire, qui est une défaite, ça c'est vraiment fondamental. Qu'après, il y ait des choses qui leur échappent. Le regard qui brille quand ils gagnent, alors qu'ils essayent d'essayer de rester neutres, c'est pas évident. Parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Et donc, en tant que parent, on s'en rend pas forcément compte. Mais d'en discuter, de se poser des questions, d'échanger avec des professionnels ou en tout cas avec des gens qui ont eu peut-être une expérience de parents, etc. Je pense que déjà, ça amène vers une compréhension et ça amène vers une vie meilleure et de l'enfant, de l'ado, ou même du jeune adulte, et du rôle de père ou de mère. Mais c'est particulier. Ouais. Et ouais, ce que tu dis là sur l'amour bienveillant, j'adore. Et tu vois, comme tu dis, pour moi, en tant que parent, tu vois, chaque cas est un peu différent en fait. Tu vois, chaque cas a son contexte familial. Et tu vois, dans le programme Parents d'exception, les deux choses sur lesquelles pour moi c'est les règles en fait. Il y a des règles en tant que parent, c'est vraiment tout faire sur une base d'amour inconditionnel, avoir une intention d'amour inconditionnel dans tout ce que tu fais et communication quoi. Je pense que vraiment amour inconditionnel et communication, ça résume tout en fait. Si tu fais tout à travers cette intention, bah c'est bon en fait. Ouais. Et oui. Et puis voilà, je pense qu'une erreur qui peut être faite par beaucoup d'encadrement, c'est de vouloir écarter absolument les parents. Ouais, carrément. Et ça peut être le réflexe. Ouais. Voilà, bon, c'est toxique. Il faut arriver à leur trouver plutôt une place. Leur dire, vous êtes important dans le projet, mais vous êtes important à condition que tu as dit deux mots-clés hyper importants, communication et amour inconditionnel, à condition que vous compreniez ça et que vous agissiez à votre place. Vous allez même être un moteur pour le projet. Par contre, si vous voulez prendre toute la place, si vous, après l'entraînement, vous allez réentraîner votre gamin, il va avoir deux discours différents, il va sentir qu'il y a une pression de résultats, etc. Là, non seulement vous allez être toxique pour lui et toxique pour vous. Et au final, ok, vous aurez peut-être des résultats à court terme, on en revient à la discussion de tout à l'heure, mais vous n'en ferez pas un champion. Ça va exploser. À un moment, ça va exploser, il ne va pas comprendre, vous n'allez pas comprendre, et au final, on dira, ben voilà, le tennis, on nous a mis des bâtons dans les roues, c'est un milieu pourri, voilà, tout ce qu'on entend, alors que non. À un moment donné, c'est comment on crée un projet, quelle place on a dans ce projet. Ouais. Et au-delà de ça, même si, avec un peu de chance, tu arrives à en faire un champion, même si j'aime pas cette expression d'en faire un champion, parce que c'est oui. Mais même si tu y arrives au prix de quoi, tu vois, parce que même si, tu vois, la dernière fois, je discutais avec un parent de ça et il me dit ouais, mais regarde Marion Bartoli, le père était à fond et tout, mais au prix de quoi elle a été championne? Ok, elle a gagné Wimbledon, mais aujourd'hui, elle était anorexique, je sais pas quoi, tu vois, elle a du mal à rebondir. Tu lis le livre de Manodou, ok, elle est championne olympique, mais tu vois clairement qu'elle est en souffrance à l'intérieur. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être champion, quitte à gâcher son épanouissement pour le reste de sa vie? Je suis pas sûr en fait. Tu vois? Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être un champion, il ne faut pas être du tout équilibré, il faut être pas épanoui. Il y a un courant comme ça. Parce qu'effectivement, dans les faits, ça existe. Et oui. Mais il y a aussi des exemples tout autres. Je ne pense pas que Federer soit un mec totalement déséquilibré, etc. Je ne pense pas que Nadal soit impoli, soit pas du tout social, etc. Donc, il y a des contre-exemples. Et je pense que cette idée de... c'est pas les parents, mais c'est pas loin. Il y avait eu un documentaire sur Philippe Lucas, tu parlais de Manodou, qui était passé sur Stade 2, où il l'insulte. Il a fait sortir de la piscine à 15-16 ans, peut-être 16 ans, je sais pas. Et il dit, va te rhabiller, quelque chose comme ça, Poufias, ou je sais pas quoi. Enfin, il dit peut-être pas Poufias, mais il insulte quand même. Hein, il est pas... Et je me dis, aïe. Tous les parents ou entraîneurs qui pensent qu'elle a eu ses médailles parce qu'on l'a maltraitée, ils vont pas comprendre que c'est pas ça qui a fait qu'elle a eu ses médailles, c'est parce qu'elle a fait énormément d'entraînement. Ça, on peut faire la même chose en étant bienveillant avec les gens. On n'est pas obligé d'être un gros bourrin mal poli. Et les gens, je pense, vont voir ça. On va dire, bah voilà, vous voyez, vous voulez en faire des bisounours, ça marche pas comme ça, il faut leur botter le cul. Bien sûr, il y a des exigences si on veut aller dans le haut niveau. Bien sûr, si le joueur dit non, moi je veux m'entraîner qu'une demi-heure par semaine, bien sûr qu'il n'y arrivera pas.
Et voilà, c'est de la communication, il faut l'expliquer. Mais d'être dans l'idée d'être voilà, violent, déséquilibré, d'être dans quelque chose qui n'a pas forcément de sens, non, ça ne fait pas durer. Et ça enlève tout ce qu'on a parlé avant. Le jeu, le plaisir, etc. Ouais. Et ouais, je suis d'accord. Et merci pour ces apports. Et j'avais envie de te poser une question aussi par rapport. Ouais. T'as un doctorat de philosophie, non? C'est ça? Non, j'ai un DEA. Un DEA de philosophie, ouais. C'est quoi un DEA? Oui. Alors, c'est un diplôme d'études appliquées. Okay. C'est après le master. Okay. Voilà. Donc, c'est juste avant le doctorat. J'ai pas fait de thèse après, quoi. C'est, pour le dire autrement, c'est la première année du doctorat, si on veut. Ok. Et voilà. Est-ce que tu as 2 minutes pour me faire un petit rapprochement entre la philosophie, le tennis et le succès? Ou est-ce que c'est la petite question ouais, ben, spontanément, je t'ai piégé. Je pense effectivement. Non, c'est une bonne question. Bon, en 2 minutes, je sais pas si ce serait bon, mais j'ai essayé. Non, mais en fait, je pense que effectivement, la philosophie pour moi du succès, ça rejoint ce qu'on a dit au tout début, c'est de voir si son enfant intérieur, on a réussi à lui laisser un moment et le maximum de moments d'expression, d'épanouissement. Et ça, on est quasiment le seul à pouvoir le mesurer. C'est pas forcément le succès que les autres vont voir. C'est ce succès-là, c'est ce succès, je dirais, intérieur, de dire, ben voilà, ok, pour tout le monde là, j'ai peut-être perdu ce match, mais pour moi, ce match-là, c'est une victoire. Parce que j'ai réussi telle et telle chose. Voilà, donc quand on arrive à être dans ça, dans cette forme de succès qui n'est pas forcément bling-bling, qui est visible par tout le monde, etc., ben, je pense que là, on se rapproche de, en tout cas, ma philosophie du succès. Celle qui est beaucoup plus intense, celle qu'un coach peut partager avec son joueur, mais que les médias ne verront pas forcément. Et du coup, voilà, encore une fois, c'est dissocier le résultat visible de la performance, en tout cas de l'épanouissement personnel et des épreuves. C'est une aventure humaine, le tennis. Ouais. Tu en parles très bien, le rapport tennis-vie, c'est une épreuve, c'est parfois injuste, c'est parfois dur, on peut marquer plus de points que l'adversaire et perdre. Ben voilà, il y a tout ça. Et donc voilà, cette notion du succès, pour moi, elle est précieuse et elle a de la valeur si effectivement je me découvre et je découvre cet enfant et je l'aide à aller au maximum de ce qu'il peut faire. Et c'est pas facile, hein, mais c'est faisable. Est-ce que tu es d'accord que pour aller à la recherche de cet enfant intérieur, de ce qui me plaît vraiment, de ce qui me passionne, de ce qui m'anime, je suis obligé de me libérer du regard des autres? Pardon, j'ai pas entendu. Je suis obligé de... On est obligé de se libérer du regard des autres. En tout cas, à un moment donné, oui. Le regard des autres existera toujours. Il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. Ouais. Oui, il existe. Oui, il a une influence. Mais ce n'est pas ce qui doit primer le plus. Et c'est vraiment voilà, une introspection, c'est un travail sur soi. Et des fois, l'erreur consiste à dire « Ok, j'ai pigé. Maintenant, je vais mettre de la force contraire par rapport au regard des autres. » Alors que c'est plus un lâcher-prise. C'est plus, non, mets pas d'énergie là-dessus. Mets de l'énergie sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est comme les enfants. Un enfant, s'il est face à un problème, nous, adultes, on va essayer de trouver les raisons du problème et essayer d'aller à l'encontre du problème, casser les mauvaises habitudes. L'enfant, lui, fait juste autre chose. Il passe juste à côté, il essaye autre chose. Et souvent, il arrive. Il va trouver sa solution. Donc voilà, c'est ça, là, mettre moins d'énergie sur... ça a rebuzzé. Mettre moins d'énergie sur ça, là, sur ce regard extérieur, etc. Et faire attention à son contraire. Et là, il ne faut plus, donc je m'isole. Non, on ne pourra pas faire autrement. Il est là, ce regard extérieur, et juste essayer d'en tenir compte et de voir comment je peux évoluer avec les autres. C'est ça qui est dur. Ouais, et ça me fait rebondir sur une question, là. C'est un jeune, tu vois, qui sent qu'il a une pression par son père ou par ses parents en général. Oui. Comment est-ce que tu fais quand tu as 14-15 ans ou même pour quelqu'un qui va nous regarder et qui lui a envie de faire un métier qui soit complètement à côté, tu vois? Je parlais du tennis, mais c'est aussi valable pour autre chose. Comment pour toi un joueur peut arriver à se détacher du regard de ses parents ou du moins y mettre moins d'importance pour pouvoir s'exprimer lui-même? C'est vraiment pas facile.
surtout que tu parles d'un jeune de 14 ans, etc., voilà, en pleine adolescence, voilà, de dire que c'est facile, non, c'est pas facile. Et donc, c'est regarder vers lui-même déjà. Regardez ce qui lui fait plaisir. C'est pas forcément essayer de trouver justement, encore une fois, des raisons extérieures à ce qui va pas. Ok, alors parfois on est mineur, le père qui m'oblige à jouer alors que j'aime pas le tennis, effectivement là il y a un gros problème. Mais dans la plupart des cas quand même c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc je pense qu'à partir du moment où on commence à comprendre ce qu'on veut vraiment, à comprendre finalement pourquoi à chaque fois dans ma vie il se passe ce problème récurrent. À chaque fois ce schéma-là il se reproduit, etc. Et bien, je pense que là au lieu d'essayer de voir à l'extérieur, c'est de voir à l'intérieur ce qui se passe. Et souvent, si vraiment c'est trop compliqué, c'est là que l'aide extérieure est nécessaire. De trouver un coach, des fois un entraîneur qui va comprendre, un psychologue, peu importe, un préparateur mental. Mais parce que des fois, c'est pas évident justement de faire le tri entre ses émotions, entre quelque chose, une étiquette qu'on nous a collée de gagnant, de super champion, ou au contraire de gars qui n'a pas de mental. Enfin, des étiquettes, il y en a à foison. Et ça, c'est pas évident. Ça, ce que tu dis là, pour moi, c'est valable que tu sois jeune et adulte. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais surtout, les étiquettes, elles sont souvent collées jeunes, mais elles peuvent être collées adultes et on les trimballe encore adultes. Bien sûr, ouais. Effectivement, ouais. Ok. Ok, est-ce que tu peux me parler rapidement du programme Guérilla Tennis? Alors oui, parce qu'il me reste que quelques pourcents de batterie. Okay. Bon, Guérilla Tennis, c'est un programme, voilà, j'ai mis quelques années à le construire. En fait, c'est un programme qui permet aux sportifs de comprendre un peu mieux les rouages, justement, des 3 énergies dont je parlais tout à l'heure. L'énergie émotionnelle, l'énergie stratégique, l'énergie corporelle. Et de voir comment, sur un match de tennis, à l'entraînement, il peut s'en servir pour mieux préparer ses matchs, pour moins subir le stress de la compétition, pour finalement atteindre, en tout cas se rapprocher de son meilleur potentiel. Donc ce sont des notions que tu abordes aussi et que voilà, moi j'ai trouvé un angle qui m'est particulier, mais au final on parle de la même chose et l'idée voilà c'est d'accompagner ces joueurs et qu'ils puissent trouver en tout cas des bases pour tout seul comprendre des choses, progresser. Et puis après il y a du Skype, il y a du téléphone pour aller un peu plus loin, mais l'idée de base voilà c'est de leur faire découvrir peut-être une notion ou une façon de jouer et de comprendre le tennis différente de ce qu'on a pu leur expliquer. Effectivement, tout ce qu'on voit, il y a des ressorts psychologiques, émotionnels, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre de premier abord, et de les aider à comprendre ça. Si en tout cas le programme y arrive, dans les retours que j'ai, c'est plutôt le cas. Voilà, ma mission, comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'elle est à peu près réussie. Ok, je mettrai le lien sous cette vidéo pour les gens qui nous regardent, si vous voulez aller plus loin sur Guérilla Tennis. Ouais, merci. De rien, je pense que chaque fois les discussions qu'on a eues, je les ai trouvées super intéressantes et je crois vraiment en ce que tu fais. Et je pense que tu as un recul, tu as beaucoup de recul sur ce que tu fais en fait. Et donc voilà, je pense que ça peut vraiment apporter. Et tu vois, même des gens qui ont suivi les programmes que je peux proposer sur Mental d'Acier, moi j'ai suivi un peu des programmes de partout et je sais que parfois d'avoir des personnes différentes qui vont m'enseigner les choses, à la fin tu sais c'est l'expression connect the dot là, tu connectes les points en fait et c'est pour ça que j'en parle avec plaisir quoi. Écoute, c'est sympa et à la fois je pense la bonne façon de faire. Et d'ailleurs du coup je mettrai moi aussi le replay de cette vidéo avec les liens vers ta formation. Parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Il y a plusieurs façons d'aborder la chose et je pense que on est plus complémentaires que entre guillemets concurrents ou autres. Enfin, voilà, moi je suis à fond dans cette philosophie là. Ouais. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou non, juste te remercier parce que voilà, depuis que je te connais, voilà, ton enthousiasme, je pense que parle pour lui. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et je pense que c'est hyper important, voilà, qu'il y ait des gens comme toi qui vont s'intéresser non seulement au tennis, mais au-delà du tennis, à des techniques, à une façon de faire, pour être dans une quête de progression et
vraiment, je dis pas ça pour t'envoyer des fleurs, hein, parce que il y a quelques mois, je te connaissais pas, mais je trouve que c'est vraiment un apport qui manque en France. Ouais. Et je pense que voilà, en tout cas, moi, je prends du plaisir à t'écouter, à voir même tes articles. Et je trouve que c'est vraiment un apport hyper précieux pour les jeunes. Et je pense que ceux que tu accompagnes le mesurent. Et donc, donc pour ça, vraiment, merci et bravo, parce que c'est faut oser se lancer. Je sais, puisque moi, je suis plus âgé que toi et c'est pas forcément évident. Mais en fait, ton enthousiasme me fait plaisir à voir. Bah écoute, merci, mais ouais, tu vois, c'est comme une mission en fait, c'est plus fort que moi, c'est comme quand je joue au tennis, bah là, j'ai envie de faire un live, j'ai envie de faire une vidéo, et j'estime que tout ce qu'on transmet tous les deux en fait, et tous les gens qui sont dans notre domaine, c'est tellement essentiel, c'est ce qui devrait être appris à l'école en fait, tu vois, au lieu de faire, je sais pas, 12 heures de maths par semaine, tu mettrais 2 heures de ça à la place, bah ça changerait des vies, quoi. Et c'est pour ça que c'est plus fort que moi de transmettre tout ça, et j'adore ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on en parle encore, mais pour les gens qui veulent nous voir en live, on avait parlé de cette semaine de formation qu'on proposerait. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, on en reparlera. Ah, mais ça sera un grand plaisir, en tout cas, pour moi. Pour toi aussi, je pense. Ouais, donc, il faut en reparler. Ouais. En tout cas, bah, écoute, merci Dorian, et puis à bientôt. Ouais, merci à toi, et puis à bientôt. Bye. Passe une bonne après-midi, ciao. Toi aussi, bye.